Ah oui, parce que là, j'ai fait un latte. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Merci, merci. Bonjour, good morning. Many economists believe that advanced economies, including Canada, are in a situation where economic growth is going to be chronically slow, around 1%, instead of 4% we were used to until not so long ago. A period of slow economic growth means that most Canadians will not have any significant wage increase for several years, and finding a job would become more difficult. The biggest challenge of our time is to get out of this economic stagnation. The pace of growth will determine if we can continue to improve our standard of living and that of our children. 2 weeks ago, I announced a 4-point plan to encourage private investment, increase productivity, and boost the long-term growth potential of our economy. Une autre façon de mettre de l'argent directement dans les poches des Canadiens, c'est d'encourager le travail, l'épargne et l'investissement et bien sûr de réduire les impôts sur le revenu des particuliers. Notre régime fiscal actuel a des taux très élevés qui nous rendent non concurrentiels par rapport aux taux d'imposition américains et ceux d'autres pays industrialisés. La décision du gouvernement libéral de créer une nouvelle tranche d'imposition à 33% rend la situation encore pire. Lorsque nous combinons les taux fédéraux et provinciaux, le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Canada se situe maintenant à 54%. C'est le 6e plus haut taux parmi les 34 pays industrialisés de l'OCDE. Pendant ce temps, la loi sur l'impôt est devenue un casse-tête compliqué et rempli d'échappatoires. Chaque année, dans les budgets, on en rajoute toujours. Les Canadiens gaspillent entre 6 et 7 milliards de dollars à chaque année seulement pour se conformer à la loi sur l'impôt du revenu. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque budget apporte de nouvelles déductions fiscales et crédits d'impôt qui rendent le système fiscal encore plus compliqué. Plusieurs de ces crédits d'impôt ciblés sont essentiellement des subventions qui ont été adoptées pour acheter le soutien de certains groupes spécifiques au détriment du reste de la population. Les chercheurs du Frontier Center for Public Policy ont également démontré que certains de ces crédits d'impôt avantagent disproportionnellement les riches et les mieux nantis. The best tax system is simple. It is easy to understand and it keeps administrative and compliance costs as low as possible. It is also fair. It does not favor some groups at the expense of others. Finally, it is efficient and minimize economic distortion and encourage taxpayers to work, save, and invest. There is a very large consensus among the economists that this is the type of reform that we need to make for having more economic growth in this country. The last time we had such a major tax reform was 3 decades ago. Prime Minister Brian Mulroney's Conservative government cut the top marginal tax rate from 34% to 39%, reduced the number of tax brackets from 10 to 3, and eliminate a series of tax exemptions and deductions. Today, I propose to implement a similar tax reform if I am elected the leader of the Conservative Party of Canada and Prime Minister of Canada. First,
I propose to reduce the number of tax brackets from 5 to 2. Today, as you know, we have income tax rates of 15, 20.5, 26, and 29 and 33%. My plan is first to eliminate the new 33% bracket introduced in the Liberal budget, as well as the 20.5, 26, and 29% tax brackets. The 15% tax bracket would be kept. It will apply on taxable incomes up to $100,000, and above that level, a new maximum rate of 25% would apply. I also propose to increase the basic personal amount on which nobody pays taxes from $11,475 to $15,000. This tax reform will bring several benefits. First, the vast majority of Canadian taxpayers would pay a single rate of 15% on their income. In other words, they will pay a 15% tax on their income from $15,000 to $100,000. Today, Canadians move to a higher tax bracket as soon as they make $45,000, and then they move to even higher brackets when they make more than $90,000. With my plan, only a small minority of taxpayers, about 8%, will pay a 25% tax rate on incomes in excess of $100,000. Another important benefit is that all taxpayers will pay less taxes, not just the middle class and the wealthy. Everybody will benefit, everybody will pay less taxes. The increase in the balance personal amount will bring a $500 tax cut for all taxpayers who make at least $15,000 in taxable income. About 1.5 million more Canadians with low income would not be paying any income tax. So my plan propose to réduire le nombre de tranches d'impôt de 5 à 2. Il y aura un taux d'imposition de 15%. Et ce taux d'imposition, comme je viens de dire, sera applicable sur les revenus imposables à 15 000 jusqu'à 100 000 par année. Et un taux de 25% sera appliqué pour les revenus supérieurs à 100 000 $. Je propose également d'augmenter le montant d'exemption personnelle de base, le montant sur lequel personne ne paie d'impôt. Ce montant devrait passer de 11 474 $ à 15 000 $. Cette réforme va apporter plusieurs avantages aux Canadiens. Tout d'abord, la grande majorité des contribuables canadiens vont payer un taux de 15% sur leurs revenus. Et avec mon plan, une petite minorité de contribuables, environ 8%, vont payer un taux de 25% sur leurs revenus supérieurs à 100 000 $. Un autre avantage est que tous les contribuables au Canada, tous les Canadiens vont payer moins d'impôts. Donc, ce ne sera pas seulement la classe moyenne ou les riches qui vont bénéficier de baisses d'impôts, mais l'ensemble des Canadiens. L'augmentation de l'exonération personnelle de base apportera une réduction d'impôt de 500 $ pour tous les contribuables qui font au moins 15 000 $ de revenus par année. Et environ 1,5 million de contribuables à faible revenu n'auront plus à payer aucun impôt sur le revenu au niveau fédéral. It is easy, of course, to promise tax cuts. The difficult part is to implement them and implement them responsibly. A rough estimate is that this reform would reduce the federal government revenues in the short term by about $30 to $35 billion. I have already signed a pledge to reduce the federal budget to equilibrium within 2 years of being elected and not running any deficit after that outside of exceptional circumstances. My government is going to cut taxes gradually over the course of several budgets only, and it is important, only as the fiscal room is found to allow it. There will be no tax cuts financed by borrowed money. Comment allons-nous y parvenir?
Premièrement, des milliards de dollars peuvent être économisés en réduisant le nombre de crédits d'exemption fiscale. L'Institut Fraser a estimé dans une étude très récente qu'il y a au moins 50 de ces dépenses fiscales qui représentent une valeur de 20 milliards de dollars qui pourraient être éliminées. Je propose de les examiner attentivement et d'éliminer celles qui ne sont pas efficaces. Deuxièmement, comme je l'ai dit clairement dans ma campagne jusqu'à présent, mon objectif est de réduire la taille du gouvernement fédéral. Je crois qu'il intervient dans beaucoup trop de domaines et gaspille des milliards de dollars. Le gouvernement actuel, après avoir fait exploser les dépenses, va passer d'un budget équilibré à un déficit de 30 milliards de dollars en un an. Il n'y a aucune raison de croire qu'il est irréaliste de réduire les impôts du même montant sur plusieurs années. Je vais mettre fin à cette orgie de dépenses publiques, arrêter la croissance de l'État et remettre les économies réalisées aux Canadiens. Troisièmement, 30 milliards de dollars est une estimation statique. Cela ne prend pas en compte les effets dynamiques et positifs des réductions d'impôts sur la croissance économique. Tout comme mon plan pour encourager l'investissement que j'ai présenté il y a maintenant 2 semaines, va stimuler la croissance économique, la réduction des impôts sur le revenu des particuliers va encourager les Canadiens à travailler, à épargner et à investir davantage. Pour donner un exemple, les recettes fiscales ont augmenté de près de 11 milliards de dollars entre 2013-14 et 2014-15. Les dépenses de programme ont augmenté seulement de 5 milliards de dollars. Cela a permis à notre gouvernement d'afficher son premier surplus budgétaire depuis la récession de 2008. Un gouvernement qui contrôle ses dépenses alors que l'économie est en croissance aura la marge de manœuvre nécessaire pour réduire les impôts si ce gouvernement en fait une priorité. Et je tiens à vous dire que je vais en faire une priorité. The 4 themes of my campaign are freedom, respect, fairness, and responsibility. My plan is to free our economy from the burden of heavy taxation so that it grows faster. To respect also hard-working Canadian taxpayers and give them back some of their money. To stop using our tax system for political ends and make it simpler and more fair for everybody. And to implement this reform in a responsible way without burdening future generations. I'm asking members of the Conservative Party of Canada and all Canadians to support me in achieving these objectives. Merci. Thank you. Vous dites que ces crédits d'impôt seraient, pas les crédits d'impôt, pardon, que les fourchettes d'impôt seraient révisées sur un certain nombre d'années. Avez-vous une idée approximative du nombre d'années dont on parle? Bien, le plus important, comme j'ai dit dans mon discours tout à l'heure, ça a pris 1 an, ce gouvernement-là, de passer d'un budget équilibré à un déficit de 30 milliards de dollars. Et je crois qu'il est possible de faire la même chose sur certaines périodes d'années. Le plus important pour moi, c'est lorsque la marge sera dégagée, nous allons réduire les impôts. Et c'est pour ça que je dis que c'est un plan qui est responsable. Donc, pour répondre à votre question sur combien d'années, tout dépendra de la marge fiscale qu'on a. C'est ça le critère le plus important. Et on va créer cette marge fiscale grâce à de la croissance économique avec le plan que j'ai présenté la semaine dernière pour faire en sorte qu'on ait plus d'investissements privés au Canada, une augmentation de la productivité, une augmentation de croissance économique, aussi en contrôlant nos dépenses. On l'a déjà démontré dans le passé qu'on est capable de contrôler les dépenses. Ça va nous permettre d'être responsables et aussi analyser les différents crédits d'impôt. Comme je l'ai dit, il y a 20 milliards de crédits de déduction d'impôts qui existent actuellement. Donc, nous allons analyser chacun de ces crédits et exemptions. Et tout cela va nous permettre certainement de dégager l'espace fiscal nécessaire pour pouvoir faire en sorte que cette réforme-là soit applicable. Oui, allez-y. Non, pardon, allez-y. Moi, je disais que c'est une réforme, parce que c'est une réforme aussi qui est pro-investissement, pro-canadien et aussi qui est certainement pro-croissance économique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer que la croissance soit présente. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas avec des dépenses du gouvernement, mais plutôt avec de l'investissement du secteur privé. Puis sur les crédits d'impôt, là, justement, vous parlez de crédits d'impôt inefficaces. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être lesquels vous avez en tête? Puis ces crédits d'impôt à la pièce, c'était une pratique assez... répandue. Oui, assez répandue chez M. Harper. C'était une pratique qu'il affectionnait beaucoup. Est-ce que c'est pas un désaveu de cette façon de voir la fiscalité? Bien, moi, je crois que lorsqu'on a
des taux plus bas. Et lorsqu'on augmente l'exemption personnelle de base, ça fait en sorte qu'on a un système fiscal plus équitable pour l'ensemble des contribuables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemption de base va être augmentée à 15 000 et ça va faire en sorte que même les plus démunis de la société vont pouvoir, ceux qui paient de l'impôt à 15 000 vont pouvoir bénéficier d'une baisse d'impôt. Donc, pour moi, l'avantage d'éliminer ces crédits d'impôt-là, boutiques, comme on appelait, permet d'avoir une assiette fiscale plus large et d'avoir un système fiscal plus équitable. C'est à l'opposé de ce que fait le gouvernement précédent, mais ça nous permet d'avoir une réforme fiscale qui est équitable et qui baisse les impôts pour l'ensemble des contribuables. D'ailleurs, c'est un peu la même logique que la réforme fiscale a fait M. Mulroney dans les années 80. Comme j'ai dit tantôt, il a passé de 10 taux d'imposition en diminuant ça à 3. Et c'était une réforme qui a permis la croissance économique, avec bien sûr d'autres réformes économiques à l'époque. La signature du traité de libre-échange a été très important pour la croissance au pays. Mais c'est une réforme qui est dans la lignée des réformes que fait le gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Le crédit d'impôt, juste pour revenir sur ma question, vous pensez dans ceux qui seraient particulièrement inefficaces, avez-vous des exemples? Bon, on va les analyser un à un, mais lui que j'ai en tête et qui a fait parler de lui dernièrement dans l'actualité, c'est le crédit d'impôt qu'on donne, de déduction d'impôt qu'on donne pour le déménagement. Et ça, c'est un exemple de crédit d'impôt qui n'est pas efficace. L'avantage pour nous, c'est que l'ensemble des contribuables vont pouvoir profiter d'une baisse d'impôt. Mais il va falloir les analyser un à un. Sur le 20 milliards que ça coûte, on va sûrement trouver 1 ou 2 milliards d'économies là, plus le fait aussi de contrôler nos dépenses. Beaucoup, si c'est 1 ou 2 milliards sur 20? Bien, il faut regarder parce qu'il y a aussi ces crédits d'impôt-là qui sont importants pour la population. Je pense crédits d'impôt pour les gens qui prennent soin de leurs parents à domicile. C'est pas des choses qu'on veut toucher. Donc, on va vraiment toucher les crédits d'impôt non efficaces et on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. La marge fiscale que vous voulez dégager avant de mettre votre réforme en place ou en œuvre, ou avant de commencer à la mettre en œuvre, ça peut prendre 4-5 ans. Là, par exemple, si on a une crise comme 2008, puis ça prend 4-5 ans avant de revenir à l'équilibre budgétaire ou même... Non, on devrait être capable de revenir à l'équilibre budgétaire. Moi, j'ai dit qu'il faut être à l'équilibre budgétaire dans les 2 ans d'un gouvernement conservateur. Donc, oui, le premier budget de gouvernement conservateur sera un budget de pro-investissement pour stimuler l'investissement du secteur privé, contrôler nos dépenses. Pour arriver à l'équilibre budgétaire, le deuxième, c'est ce que j'ai promis devant les jeunes générations et ça fait partie d'une de mes promesses de course au leadership, d'avoir un budget équilibré dans 2 ans. Donc, si on réussit à avoir un budget équilibré dans 2 ans et après ça, on a des surplus, l'ensemble des surplus vont aller pour mettre en branle la réforme. Donc, ça pourrait pas venir avant un deuxième mandat, par exemple? Fort probablement. Je ne dirais pas ça. Le critère le plus important, c'est l'espace fiscal. Et ce que je vous dis, c'est qu'on est capable de faire en sorte de couper les dépenses. Je regardais dans le passé, j'ai dit dans mon discours tout à l'heure que les revenus du gouvernement avaient augmenté et les dépenses de programme avaient diminué. Donc, on est capable, en gérant comme il faut, en diminuant les dépenses de programme, en créant la marge de manœuvre. Et ça va être mon objectif premier, de créer la marge de manœuvre pour pouvoir être capable de diminuer ces taxes et les impôts. Mais je ne veux pas arriver avec un nombre d'années parce que ça serait irresponsable de ma part. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que le plus important, c'est que réduisons les dépenses de l'État, avoir un État plus petit. Et je crois qu'il n'y a personne qui doute de ma volonté d'avoir un État plus petit à Ottawa. Je le dis, ça fait partie de ma philosophie politique, un État plus petit pour avoir plus de liberté économique. Donc, c'est ce que je vais faire. Et lorsqu'on aura les surplus nécessaires, l'ensemble de ces surplus-là iront pour appliquer la réforme fiscale. Quand vous dites que les réductions d'impôts vont arriver progressivement sur plusieurs budgets, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, par exemple, le 15 entrerait en vigueur avant le 25 ou inversement? Ou... Non, ça veut dire que la réforme, la baisse des taux d'imposition et l'augmentation, ça va se faire progressivement, c'est pour avoir la marge de manœuvre nécessaire. Lorsqu'on aura la marge de manœuvre nécessaire, la réforme va s'appliquer en entier à un budget donné.
Sur le plan Et il faut dire que le 30 milliards, c'est statique. Hein. Lorsque je dis c'est statique, c'est vraiment une estimation de entre 30 et 35 milliards, le coût statique. Et on n'a pas regardé, on n'a pas tenu en compte l'effet dynamique de baisse d'impôts, l'effet dynamique qu'aura sur la croissance économique notre budget pro-investissement, le premier budget conservateur qui va inciter les entreprises privées à investir en baissant le taux d'imposition des entreprises, comme j'ai dit il y a 2 semaines, en abolissant l'impôt sur les gains en capitaux et aussi en permettant d'avoir un amortissement accéléré pour les investissements au Canada, donc inciter l'investissement. Et ça, c'est important. Sur le plan de l'équité sociale, l'équité fiscale, je comprends que les moins nantis vont payer moins d'impôts, vous relevez aussi le seuil d'exemption, mais vous n'avez pas un problème avec le concept que quelqu'un qui fait 3 milliards de dollars par année ait le même taux d'imposition que quelqu'un qui fait 102 000 dollars par année? Non, absolument pas. Vous savez ce qu'on dit, et en 1966, la commission Carter, qui a fait une étude majeure ici au fédéral sur le système fiscal, lorsqu'on impose les hauts salariés à plus de 50 %, il y a un incitatif négatif au travail. Donc, on n'incite pas ces gens-là au travail à investir et il y a une possibilité de perte de cerveau. Donc, les gens, les entrepreneurs vont quitter parce que ça a un effet important sur l'incitation au travail. Et actuellement, au Canada, les taux sont de 54 %, donc plus de 50 %. Et ça, c'est pas en ligne pour attirer ces gens-là qui vont venir créer de la richesse au Canada. Moi, je crois qu'avoir un système qui est simple, où les riches vont payer un taux plus élevé que les pauvres, c'est un système qui est équitable. Est-ce que vous trouvez ça équitable que quelqu'un qui gagne 20 000 par année paye le même taux d'impôt que quelqu'un qui en gagne 95 000? Bien, absolument. La personne qui va payer, l'important, c'est que c'est équitable parce que la grande majorité des Canadiens vont être imposés sur le même taux d'imposition. Il n'y a rien de plus équitable que ça. Donc, c'est juste. Il faut savoir que 15 % de 20 000 $, c'est beaucoup moins d'impôts payés que 15 % de 90 000 $. Donc, c'est certain que les personnes plus aisées vont payer plus d'impôts, même si le taux est le même pour les gens de 15 000 $ à 100 000 $. Est-ce que vous allez compenser pour les revenus perdus par les impôts des particuliers? Bien, c'est ce que je dis. Le coût est de 30 à 35 milliards de dollars, cette réforme-là. Et la façon de compenser, c'est de regarder les dépenses de l'État et de faire des coupures nécessaires et aussi regarder l'ensemble des crédits d'impôts, des déductions qui existent. Il y en a pour 20 milliards de dollars. Donc, premièrement, on va établir un budget de pro-investissement, le premier budget, et on va faire le ménage dans les dépenses publiques et s'assurer d'avoir un gouvernement qui est restreint, qui est plus efficace. Et lorsque les économies viendront, puis on va pouvoir mettre en branle la réforme. Just to follow up on the question about the boutique tax credits, is this a position you've always held? I mean, were you uncomfortable when the previous government was announcing all these boutique tax credits, or is this something you've come to lately? Well, you know, I prefer to have a tax system that will be fair for everybody. I don't want the government to choose winner and loser. I think the most important for me is everybody must pay lower taxes than they are paying right now. And with that reform, they will, so that it's fair for everybody. And the vast majority of Canadians will pay the same income tax rate, so that it's fair. And the people who are making a lot of money in this country will have another rate. So I think it's a fair system. But the way to do that, it is to abolish some credits and deduction, and we'll have to look at every one of them. For me, actually, that's the best tax plan that we can bring forward. And, you know, I look what Brian Mulroney governments did a couple of years ago. And they did the same ideas. They did the same kind of reform from 10 brackets to 3 brackets, and that was a good reform. And now we have 5 brackets, and I think it is unfair for all Canadians. As you were saying to my colleague Marie over there earlier, you know, it's sort of the opposite of what the previous government was doing. It is. So, I mean, at the time, were you against what they were doing? Did you speak out about that in Well, you know, I won't speak about cabinet confidentiality, but on the economy, I think this kind of reform, it is more efficient than having tax credit and boutique tax credit.
I believe that this reform it's more fair, more responsible, and than other kind of reforms. You believe in a 20% flat tax, right? And so this is a bit of a variation of what you used to write about. You had 20 across, not 15, and then 25. How did you come to change the numbers around, think differently about that? Well, we must do a tax reform that will be fair for everybody, but also we must have the fiscal room to do that. So the loss for the government, like I said, would be around $30 and $35 billion. So I think it's a big reform. So you must take the time to do it, and we'll do it only when we'll have surplus. So I think it is fair that almost every Canadian will have a single tax rate. And 15% tax from 15, like I said, $15,000 to $100,000 a year. And more than $100,000 a year, they will have another tax rate, 25%. But the most important for me is to have a reform that would be fair for everybody. And the way to do that, we have to increase the personal exemption amount to $15,000. Il va y avoir un nouveau chef très bientôt. Oui. Ça va changer quoi au paysage politique canadien? Bien, ça va changer. Le paysage politique canadien actuellement, je pense qu'avec le gouvernement Trudeau qui s'ingère dans les champs de compétences et qui, je pense, juste en santé, là, où on veut mettre des conditions pour le transfert en santé. On a toujours fait les transferts en santé sans condition. La santé, c'est une responsabilité 100% provinciale. Ça peut avoir un impact dans les relations entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec parce qu'il ne respecte pas la Constitution en s'ingérant dans la santé. Nous et moi, ce que je propose, c'est effectivement de respecter la Constitution, pas d'ingérence dans les champs de compétences des provinces. Et on a démontré qu'on est capable d'avoir une entente et d'avoir une paix constitutionnelle. Il faut bien dire que le premier ministre Harper, on n'a pas eu sous sa gouverne, on n'a pas eu de chicane constitutionnelle, on a eu une paix constitutionnelle parce qu'on respectait la Constitution. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Quand même de bonnes prises de bec avec sur certains Alexandre dossiers Cloutier par le passé. Là, vous pensez donc qu'il pourrait y avoir plus de bisbilles avec l'arrivée d'un nouveau chef? Ben moi, je dis, tout dépend de comment le gouvernement fédéral agit dans ses relations fédérales provinciales et pas nécessairement qu'est-ce qui se passe au Québec. Et de la manière que le gouvernement fédéral agit présentement, il rouvre la porte à des chicanes constitutionnelles. Il rouvre la porte on le voit qu'est-ce qu'il fait actuellement. Et moi, je pense que c'est l'action du gouvernement fédéral qui est décideur là-dedans. Peu importe, lorsque vous respectez la Constitution, peu importe que ce soit le PQ qui soit au pouvoir ou les libéraux qui soient au pouvoir, la Constitution canadienne est là et on la respecte. Préférence? Non, absolument pas. Ben, non, absolument pas. Non, c'est leur débat à eux. Raised the past you had working for M. Landry in the Conservative leadership race, members outside of Quebec? It's a fact. It's a fact, and yes, people raised that in 2006 when I decided to be part of the Stephen Harper's team at that time, and everybody knows that there's nothing special. Yes, I said that I believe, and it's why I believe in the Constitution, because I was inside a PQ government, and I see what they're doing, and I say when you respect the Constitution, that's the best way to have constitutional peace in Canada. So yes, I believe in this country, and I'm a Canadian, and maybe somebody will raise that, but it's not new. I don't have any problem with that. Nuit au Canada se passer au Parti québécois? Non. Pardon. Qu'est-ce que les gens regardent? C'est les idées et c'est la personne. Les Canadiens me connaissent très bien. D'ailleurs, j'ai annoncé dernièrement qu'on avait levé plus de 450 000 $ et puis on a un appui d'à peu près 1500 Canadiens à travers le pays qui ont contribué à notre campagne. Ça prouve qu'à travers le pays, les idées sont très populaires et les gens appuient notre campagne. Donc, ça va très bien. Si on parle de ce sujet-là, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait partie de mon passé, j'en suis fier. Madame Leach disait il y a quelques semaines que cette campagne-là, cette course à la direction-là allait
probablement devenir le concours de qui présenterait les plus grosses réductions d'impôts, les plus grosses réductions de taxes. Est-ce que vous pensez que vous venez de présenter vraiment, vous venez d'aller le plus loin qu'on peut aller en matière de réduction d'impôts? Moi, je pense qu'en matière de réduction d'impôts, de façon responsable, c'est ça qui est important. On peut promettre n'importe quoi aux Canadiens. D'ailleurs, je l'ai dit dernièrement que j'étais fâché de certains politiciens qui promettaient n'importe quoi pour se faire élire. On peut promettre n'importe quoi aux Canadiens, mais c'est de la façon dont on va le faire. Nous, on a une réforme qui est responsable, qui est réaliste, qu'on est capable de faire et qui fait en sorte qu'on se donne les moyens pour faire cette réforme-là. Donc, certains autres candidats qui peuvent peut-être promettre d'autres réformes, peut-être certains vont promettre des réformes différentes, mais moi, je pense que cette réforme-là, l'avantage, c'est qu'elle va être pro-création de richesse au Canada et donc augmenter la croissance économique, et on va le faire de façon responsable. C'est la meilleure réforme qu'on peut proposer actuellement. C'est celle que j'ai proposée. Est-ce que vous seriez prêt à aller même un petit peu plus loin? Est-ce que vous voudriez aller Non, un petit peu plus loin que ça? Non, c'est la réforme idéale. C'est une réforme idéale. Avec ça, le système de taxation au Canada va être compétitif. On a pris en compte les taux d'impôt des provinces. Le taux marginal va diminuer en bas de 50 % avec cette réforme-là. Ça va donner un incitatif au travail. On va pouvoir attirer des travailleurs étrangers de haut niveau qui vont pouvoir venir ici. Donc, je pense que c'est la meilleure réforme qu'on pourrait présenter et qu'on présente et qu'on peut mettre en œuvre de façon responsable. Yeah. Merci. Merci beaucoup.